On est toujours du coup dans ce tronc commun numéro 2. Former un joueur, construire une équipe. Ravi d'être une nouvelle fois avec vous pour cette vidéo. Alors la première vidéo était assez conséquente, hein. On a fait 40 minutes, j'ai fait 42 minutes de vidéo sur comprendre pour mieux accompagner et donner les repères fondamentaux pour guider ce collectif. Vous voyez cet équilibre euh, qu'on doit arriver à trouver et qui va évoluer au fil des catégories. Et là du coup on passe maintenant mais un peu plus sur la deuxième partie, sur cette deuxième capsule vidéo, sur le deuxième chapitre. Observer pour faire progresser et apporter des outils concrets pour agir au quotidien avec les joueurs et l'équipe. Ok. Donc là, on va se concentrer, nous, essentiellement dans cette capsule vidéo, sur la partie 4, qui permettra ensuite, une fois que vous avez fait le lien entre la partie 1, 2, 3 et 4, d'avoir cette partie 5, où là, je vous proposerai des outils concrets que vous pourrez tester et utiliser, euh, bien évidemment, pour être plus performant sur le terrain avec vos joueurs et répondre à vos besoins. Ok. Donc là, on va se concentrer sur les ressources du joueur uniquement. Donc ce sera un petit peu moins long. J'aurais pas dû cliquer dessus, je vais cliquer dessus ici, qui va m'envoyer directement sur les ressources du joueur. Ok, allez, go. C'est parti sur ces ressources. Un chapitre assez passionnant. Je ne vous le cache pas parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est de développer le joueur une fois qu'on a vu l'équipe. Donc, donner un repère structurant à l'éducateur pour observer et accompagner le développement individuel du joueur. Alors, le joueur, il va arriver, c'est un peu comme l'éducateur, il va avoir des ressources. Il va avoir des compétences. On voit trois types de ressources à observer. Physique, mentale, émotionnelle, socio-relationnelle. Ok. Et c'est ce qui va nous permettre de cartographier un petit peu notre radar. Alors une compétence, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité donc du joueur à mobiliser ses ressources au service d'une activité. Donc ça veut dire que très rapidement, on le voit avec cette phrase-là, en fait très rapidement, il faut le mettre en lien avec l'activité que va faire le joueur. Ok, par exemple, je peux très bien être très bon dans l'affectif relationnel, dans la relation avec les autres, je sais pas moi, quand je joue aux jeux vidéo, ok, ou dans mon boulot, ou à l'école, dans la cour de récré, mais si ça se trouve sur le terrain, c'est une horreur. C'est une horreur. Moi, je sais que par exemple, je peux être très calme comme ça et tout ça. Vous me voyez là, vous donner quelques arguments et entre guillemets des leçons, mais vous me mettez à jouer, je fais du futsal le mardi soir. Euh, je suis assez mauvais perdant, donc voilà. Dès qu'il y a un petit peu d'enjeu et tout ça. Donc en tout cas, voilà, ces ressources-là, donc elles doivent servir à une activité. Et là, je vais vous donner des modèles que j'ai trouvés sur Internet. Et en fait, si vous tapez bien sûr compétences du joueur, ressources du joueur sur Internet, il va y avoir une multitude de modèles. Voilà. Donc moi, j'en ai sélectionné quelques-uns et ici, je vais essayer de vous détacher ce qui me paraît le plus pertinent et le plus adapté sur un brevet fédéral de tronc commun. Voilà. Alors, état idéal de performance souhaité. Donc, pourquoi on parle de ressources? Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'arriver à une performance. Alors, la performance, souvent, on me dit, ouais, mais moi, les enfants, la performance, non. Ou alors la prise de plaisir et tout ça, et la performance, on verra. En fait, la performance, c'est, quelque part, c'est un résultat. Réaliser une performance, c'est ça la définition. Sur 100 mètres, je cours 12 secondes, c'est une performance. Je cours 42 secondes, c'est une performance. En fait, c'est un résultat. Après, c'est pour ça qu'il a rajouté la performance souhaitée. En fait, la performance, c'est vous, qu'est-ce que vous allez mettre derrière cette performance. On va le voir après avec la grille de l'équipe et le radar des joueurs. Nous, on va mettre des choses qui vont nous permettre de nous aiguiller sur ce qu'on peut attendre du joueur ou de l'équipe en fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes. Donc, mental, technique, physique, tactique. Ok, donc la performance, c'est pas forcément de la compétition, hein. Ok, la compétition, en fait, c'est affronter quelqu'un d'autre pour faire mieux que lui. La performance, ça peut être aussi tout simplement améliorer ses performances individuelles ou collectives, mais par rapport à nous. J'ai fait 20 secondes au 100 mètres il y a 2 mois. Là, aujourd'hui, j'ai fait 19 secondes. Bon, ben, on pourrait se dire, dans notre tête, j'ai réalisé une performance meilleure que la dernière fois. Donc, j'ai aussi ce document-là, capacité de performance sportive. Ok, donc là, on définit en parlant de performance sportive. Et là, on voit que c'est un peu plus précis, notamment derrière la condition physique. On voit force, vitesse, endurance, souplesse. Ok. Euh, Capacité psychique, facteurs constitutionnels et médicaux, social, tactique, technique. Ok, donc là on parle bien de la technique globale. Là encore une fois, on est sur le joueur global, on n'est pas forcément sur du rugby. C'est pour ça qu'on va parler de coordination et de mobilité. D'accord.
Alors, du coup, un petit peu plus en détail. Sur la capacité physique, on l'a vu là juste avant, il y avait endurance, force, vitesse, voilà, on va le retrouver. Alors, j'adore, hein, moi c'est vraiment peut-être le truc qui me parle le plus, si on parle de compétences physiques. C'est ABD qui a fait ça, Aurélien Broussal d'Herval, qui est super. Alors, il fait référence, voilà, donc là on voit, il y a une base. Il y a une grosse base qui est le mouvement. Donc d'abord, savoir bouger. Je pense que si vous regardez tous les athlètes, il y a eu les JO il n'y a pas longtemps, c'est des gens déjà qui savent bouger en fait. D'accord. Ils ne sont pas enfermés dans un schéma. C'est-à-dire que même les lanceurs de poids ou les haltérophiles, je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent pas trop les disciplines, j'essaie de m'y intéresser un peu parce que j'ai fait STAPS. En fait, c'est des gens qui sont très souples, très mobiles. Pourtant, ça paraît pas comme ça quand on voit les masses, hein. Mais je peux garantir qu'ils peuvent faire un squat complet en ayant les talons au sol. Donc ça n'a rien à voir avec le gabarit. Et à l'inverse, il peut y avoir des marathoniens peut-être qui sont un peu plus raides. Donc voilà. Comme il y a les piliers qui vont être très souples. En tout cas, il y a du mouvement. Le mouvement, c'est quoi? C'est être mobile, d'accord? Aussi bien musculairement, articulairement. Ok, c'est avoir une capacité de motrice. Alors, motrice, vous avez vu, on va parler aussi de rythme, savoir changer de rythme, bouger sur du rythme. D'ailleurs, c'est pour ça que l'équipe de France à 7 chez les JO, ils ont fait, je sais pas si vous avez entendu parler, mais ils ont fait pas mal de danse. Ils ont fait des chorégraphies. Ils ont été au Moulin Rouge. Enfin, ça a été assez puissant et ça a été assez marquant. Et ils ont été champions olympiques. Il y a toute cette histoire d'équilibre, de renforcement, voilà. Donc ça, en fait, ce qui va être pas mal, c'est tout ce qui va se développer aujourd'hui, notamment avec l'Aerox. Il y a l'escalade qui revient en force, il y a les Spartan Race. Voilà, moi j'ai eu l'occasion de faire une Spartan Race. On va retrouver tout ça. Savoir grimper, escalader, en même temps il faut courir, monter, descendre, tirer des cordes, monter à la... Voilà. Donc ensuite, il va y avoir tout ça, lui qui va appeler plutôt de la performance. C'est-à-dire, là, je bouge. Je bouge, c'est bien, hein, je suis capable de bouger, de marcher. Tout le monde peut le faire quelque part. Maintenant, la performance, c'est à quelle vitesse je vais pouvoir le faire. Quelle force je vais pouvoir dégager de tout ça. Et vous voyez, l'endurance, elle n'est pas forcément mise parce qu'en fait, l'endurance, elle va être partout. C'est ça que j'aime bien, moi, avec ce diagramme-là. C'est que l'endurance, il va y avoir l'endurance de force, l'endurance de vitesse et l'endurance de puissance. Ok. Et au milieu de tout ça, il y a ce qu'on appelle l'explosivité. Et au rugby, c'est ce qui va le plus servir, en fait. Il y a toujours ce rapport poids-puissance à avoir, même si après, par rapport au jeu au poste, il y aura des spécificités. C'est ce qui fait le charme du rugby et le jeu d'équipe. Ok. Mais malgré tout, bah, on se rend bien compte que pour casser la ligne, casser les plaquages, bah, plus on est explosif, plus forcément ça marchera. Et nous, c'est ce qu'on veut, c'est des franchissements. Ok. Et la puissance, c'est le lien entre la force et la vitesse. Ok. Donc là, ce qui va être intéressant avec ça, c'est que, bah, comme je vous dis, un lift en touche, la force, encore une fois, ou la puissance, c'est quand il va y avoir une résistance. D'accord. La puissance aussi par rapport à son poids de corps. Ok. Comme une machine de Formule 1 où on réduit le poids euh, par rapport à une voiture plus lourde. Ok. Mais si ça se trouve, il y aura peut-être plus de puissance parce que je suis plus lourd aussi. Donc les skills, après, en tout dernier lieu, vous voyez, la pyramide, ça va être la technique liée au sport. Donc entre guillemets, ben, ce qui va être intéressant, c'est quand on a une super base ici, forcément déjà, on part avec un plus gros potentiel. Moi, je l'ai vécu, et pour ceux qui entraînent depuis longtemps, le vivent. Des fois, on suit des joueurs, on les suit depuis 4-5 ans, on se dit, ouais, ça ne veut pas franchir de palier, ça progresse pas, on ne sait pas, ils sont un peu limités et tout. Et d'un coup, il y a un mec qui arrive, enfin un ado, il arrive, il a 14 ans, il n'a jamais fait de rugby, et c'est peut-être l'un des 3 meilleurs de votre équipe. Voilà. Parce que, parce que athlétiquement, il est développé. Parce que peut-être qu'il a fait de l'athlé, du judo, du handball. Enfin voilà. Moi, j'entraînais des sections sportives où j'allais après dans les écoles et tout ça. Et des fois, je me disais, mais si j'arrivais à choper tous les athlètes, entre guillemets, de chacune des écoles ou collèges où j'allais, mais j'aurais fait une équipe super à Pays Médoc, en fait. Donc voilà, donc ça part un peu ce postulat. Après, bien sûr, il y a une technique liée au sport adapté, mais je peux vous dire que quand ils ont cette base-là, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Hardy Savea, voilà, bah, il faudrait s'intéresser, et d'ailleurs c'est ce que j'aimerais bien faire si j'ai même plus de temps, hein, m'intéresser en fait sur le parcours de chaque joueur, savoir comment un joueur comme Hardy Savea arrive à ce niveau-là. Vous voyez, Jelonche, Aldreit, voilà, les joueurs un peu puissants, comme ça, Movaka, qu'est-ce qui les a amenés à faire ça? D'ailleurs, ça a été prouvé génétiquement, pardon, il y a pas longtemps. Ben, les joueurs des îles, euh, voilà, comme Movakar, Disaba et tout ça, ben, c'est des joueurs qui déjà, à la base, par rapport à leur capital génétique, ont déjà cette puissance-là. Donc là, je vous ai mis le lien vers Aurélien Broussal d'Herval. Donc vous cliquez dessus et ça vous amènera vers ces différents podcasts, chaînes YouTube et articles pour ceux que ça intéresse.
il décortique très bien et en plus, il est hyper pédagogique, vraiment. C'est euh, c'est vraiment un formateur. Donc maintenant, on s'intéressait au physique, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'il y a dans la tête et le cœur, puisque les deux vont être reliés, avec notamment l'intelligence émotionnelle. Donc on parle beaucoup d'émotions, et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types d'intelligence. Et moi, j'ai sorti ça là, l'intelligence émotionnelle. C'est tout ce qui va être, en fait, vous voyez, deux grandes cases. Euh, il y a tout ce qui va être interpersonnel, c'est-à-dire la relation avec les autres qu'il y a autour de moi, et aussi ben, l'intrapersonnel, la relation que je vais avoir avec moi-même. Ok. Souvent, enfin souvent. Moi, j'ai le cas de ce type de personnes, au-delà de joueurs, qui paraissent comme ça, vous savez, un peu sur d'eux, un peu provocateurs. Tu vois, ils vont chercher les autres. Ils disent, ouais, lui, là, franchement, il est un peu pénible, machin. Et en fait, des fois, souvent, ils ont ce comportement-là avec les autres parce qu'à l'intérieur, ils ont du mal, en fait, avec eux-mêmes. Ok. C'est-à-dire que tout ce qui est intrapersonnel, vous voyez, ça va être la confiance en soi. Ok, l'estime de soi, euh, comment j'ai confiance en moi, comment je m'engage, comment je m'adapte. Alors que l'interpersonnel, ça va être l'influence, la communication, le leadership, le sens de médiation. Voilà. Donc en fait, comme c'est des gens qui n'ont pas réglé des problèmes avec ce qu'ils ont au fond d'eux, bah du coup, ça va être un peu plus compliqué d'être avec les autres. Voilà. Ou alors à l'inverse, ils veulent paraître très costauds. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant là-dedans, c'est quand on commence à rechercher et à prendre conscience de ça. Moi, encore une fois, je suis juste là pour bah, vous donner des pistes, parce que sinon, ça serait trop long de tout faire. Prenez ce que vous avez à prendre. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui veut dire que quand vous voyez certains comportements de joueurs, il peut y avoir quelque chose de plus grand à aller chercher derrière. D'accord. Et si on active les bons leviers, bah, du coup, on peut arriver à faire de super choses. Et nous, l'opportunité qu'on va avoir, moi, je vois les choses comme ça. Bien sûr qu'on n'est pas psychologue, on n'est pas prépa mental, on n'est pas les parents. Par contre, je me dis, vu que les enfants, des fois, il y en a, ils aiment bien le sport, on est une personne neutre, voire une personne aussi peut-être référent par rapport à une activité que eux, ils adorent. Moi, en fait, j'avais des joueurs qui se livraient plus avec moi, finalement, en fait, du moins sur un domaine, que finalement avec leurs parents. Et vu que c'était à travers le sport, bah, du coup, à travers le sport, on pouvait arriver à libérer des choses. En tout cas, c'est vraiment cette connexion, j'adore cette image, entre le cerveau et le cœur. Ok. Parce que bien sûr que les deux vont être reliés et on ne peut pas les détacher l'un de l'autre. Donc voilà, donc on va essayer d'y penser avant de dire bah, tel joueur, voilà, là on parle un peu entre nous, mais bah, tel joueur il comprend rien, tel joueur lui il joue tout seul, il est arrogant, lui il est égoïste, euh, lui au contraire il est trop timide, lui il fait que des blagues, voilà. Alors lui, entre guillemets, il embête tout le monde, il est un peu pénible, on ne sait pas quoi en faire. Voilà, mais souvent il y a peut-être quelque chose à aller chercher derrière avec cet aspect émotionnel. Pareil, un podcast, secret d'entraîneur qui est vraiment hyper intéressant. Voilà, donc, secret d'entraîneur, je vous encourage vraiment à aller voir ce podcast-là aussi pour ceux qui veulent creuser. Il n'y a que des entraîneurs, des pédagogues, ceux qui de la motricité, là c'est sur les intelligences émotionnelles. Enfin voilà, c'est plutôt top. Et la FFR, vous voyez, commence à s'y mettre aussi avec quelques articles liés. Donc physique, intelligence émotionnelle, donc c'est tout ce qui est affectif relationnel. Et là, on va parler stratège. Stratège qu'on pourrait aussi relier un petit peu au mental. Vous voyez, les deux vont être quand même un peu reliés. Même si là, le cœur va un petit peu moins parler, c'est un petit peu plus la tête. C'est pour ça que je parle de mental. Comment devenir un bon stratège? Alors le stratège, ça va être vraiment très intéressant. Souvent les stratèges, après, ça devient des leaders et ça devient des entraîneurs. C'est des gens, vous voyez, comme Galtier, euh, comme Yashvili, il est commentateur, Urios. Voilà, c'est des gens Hugo Mola, qui vont réfléchir stratégie. Voilà, au-delà du management, qui est une autre compétence, il y a aussi cet aspect stratège. Et chez le joueur, ça va être pareil. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on entend par stratège chez le joueur? Déjà, c'est avoir conscience de soi, reconnaître ses faiblesses, ses points forts aussi, pour pouvoir les surmonter. Je sais que euh, je suis pas bon là-dessus, mais du coup, je vais faire tel geste. Je sais qu'au niveau plaquage, c'est pas ma tasse de thé, mais par contre, je vais m'organiser autrement. Moi, j'avais un pote qui était vraiment moins efficace entre guillemets au plaquage direct. Par contre, ce qu'il faisait, il appelait toujours quelqu'un avec lui, il jouait 10 ou 12. Ok. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'une fois qu'il y en avait qui commençait à plaquer, ben lui venait arracher le ballon ou taper dans la balle. Et moi, souvent, j'ai vu même des gros costauds perdre la balle face à lui. Ok. Ou souvent, il attendait que les joueurs passent un peu sur le côté et il venait un peu les plaquer sur le côté. Donc voilà. Donc en tout cas, il a mis en place des stratégies euh,
qui fait qu'il a joué quand même à un certain niveau. Stratégie appliquée, bah, utiliser une stratégie spécifique pour vaincre les ennemis, bien entendu. Donc là, on parle, j'ai pris ça un petit peu sur la guerre, vous allez voir juste après. Nous, si on l'applique à nous, bah, l'objectif c'est de, bah, écoutez, c'est pour être stratégique, bah, les joueurs là ici, ils sont tous resserrés. Bah, peut-être qu'il vaut mieux jouer en écartant. Vous voyez, c'est une équipe qui a souvent l'habitude de nous rentrer dedans un peu, de venir jouer aura, 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 aura. Ben nous, on va faire le dos rond ici. On va être solide. Par contre, derrière, dès qu'on va avoir la balle, ils ne pourront pas être partout. Voilà. Et la guerre contre soi-même, c'est l'idée de se dire qu'il faut s'y filer, qu'il faut quand même s'y mettre, qu'il faut s'entraîner. Voilà, ça va être tout ça. Ça va être son propre engagement dans sa bataille. Comment moi, je vais m'impliquer. Encore une fois, à juste titre, hein. Quand je dis à juste titre, c'est-à-dire par rapport à ses moyens et ses compétences. Donc Sun Tzu, je me suis beaucoup inspiré de Sun Tzu, avec l'art de la guerre. L'art suprême de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. Ok, connais l'adversaire, surtout connais-toi toi-même et tu seras invincible. Donc on peut vraiment appliquer complètement ce type de choses-là. Vous voyez, Tony Parker au basket, et ça me vient un petit peu à l'esprit. Je crois qu'il n'est pas très grand par rapport aux autres joueurs, il voulait être meneur de jeu. Son histoire est hyper intéressante. Il a quand même bataillé, il connaissait ses forces, ses faiblesses, et du coup, ça lui a permis de percer. Le stratège, ce film-là aussi qui est assez intéressant sur le baseball. Et en fait, comment le baseball, en prenant des joueurs qui étaient vraiment pas bons, enfin, des joueurs moyens que personne ne voulait. Ok. Par contre, là où il a été très, très stratégique, Brad Pitt en tant qu'entraîneur, c'est qu'il a réussi à placer chaque joueur, il leur a déjà fait confiance, et il a réussi à connaître les ressources et compétences de chaque joueur, d'accord. Et il a réussi à placer au bon endroit et au bon moment. Et du coup, ils ont réussi à gagner, même face à des soi-disant meilleurs. Alors maintenant, on passe sur tout ce qui va être un petit peu tactique. Et tactique, du coup, que je vais relayer à la vision périphérique. Vous voyez ici. Donc, on a une vision grand champ, c'est ce qu'il y a en face de nous. OK. Et il y a cette histoire de vision périphérique en rouge, tout ce qu'il y a un petit peu autour de nous. Donc, ça va être une capacité à percevoir des informations qui vont être essentielles, bien entendu, sans regarder directement. Ok. Donc en rugby, ça va être quoi? Anticiper les mouvements adverses. Comme ici, il va me faire une cuillère, là, il est derrière moi. Hop, peut-être que je vais un petit peu lever le pied, vous voyez, ou un petit peu m'écarter, ou peut-être résister pour éviter de tomber avec perte et fracas. Ok. Donc peut-être qu'il ne va pas éviter la chute, mais si je sais que je vais chuter, si je sais que je vais commencer à tomber, qu'il y a un risque, du coup, je vais commencer à me gainer, ce qui va me permettre que quand je tombe, ben déjà de ne pas me faire mal et de pouvoir bien tenir mon ballon. C'est pour ça qu'on a enlevé la cuillère, notamment chez les petits, parce qu'en fait, les petits, ils ont moins cette vision périphérique-là, et vous avez vu des petits qui ne s'attendent pas à se faire plaquer, voilà, c'est catastrophique. C'est-à-dire que là, ils sont pas gainés, ils sont pas contractés. Voilà. Et d'ailleurs, certaines commotions cérébrales ou accidents pourraient venir de là aussi. C'est-à-dire que les joueurs qui ont une moins bonne vision périphérique, un peu comme sur la route, ben, si tu vois pas le mec arriver à ta droite, forcément, toi, tu es complètement relâché et prendre un choc quand vous êtes complètement relâché, il n'y a rien de pire en fait. Il n'y a rien de pire. C'est là que justement on peut s'éteindre. Donc voilà, donc cette vision périphérique, elle va être très importante à la fois pour l'aspect tactique et on va dire performance du jeu, mais aussi pour la sécurité du joueur. Et bien entendu, vous l'avez vu, c'est-à-dire que la vision périphérique, ça se travaille. Et surtout chez les petits, elle est un peu, au-delà de leur mental, elle est un peu resserrée. Et en fait, ils vont apprendre au fur et à mesure, si on leur apprend, bien sûr. C'est pour ça que souvent on dit ouais mais les enfants j'aimerais bien qu'ils jouent en équipe et tout ça. C'est juste qu'en fait ils sont pas capables. Pour l'instant ils n'ont pas encore développé aussi ces choses-là. Il y a aussi les connexions neuronales, mais aussi ça c'est une vision périphérique qui n'est pas encore développée. On va voir aussi qu'il y a un autre terme qui va être le scanning, là on va le voir. Mais on va développer un petit peu plus en détail. Donc la vision périphérique c'est une clé vraiment tactique. Ok, regardez là par exemple ici avec cette passe, ce qu'on appelle les passes à l'aveugle. Ok, donc Antoine Dupont là il va partir. Ok, tac. Et là, hop là, au dernier moment, il se retourne et il fait la passe. Alors bien sûr, vous avez vu la passe, l'autre est obligé d'un peu aller la chercher. Elle n'est pas hyper précise. Par contre, je pense vraiment que si jamais Antoine Dupont, quand il part, il commence à regarder son coéquipier déjà 5 mètres avant, ok, qui continue à le regarder juste avant de faire la passe, mais qu'est-ce qu'ils font les défenseurs? Ils disent, bah oui, il va la donner là, puisque je suis en train de voir son regard. Par contre, Antoine Dupont, vu qu'il ne rate pas trop, il part à l'opposé, et d'un coup, hop, il la donne. Ben là, c'est un piège tactique. J'ai fait croire aux joueurs que. Donc, c'est une lecture de jeu en situation réelle et une décision efficace. Ok.
peut feinter ou passer sans regarder la cible. C'est une véritable compétence, comme un demi-mêlée qui fixe une zone, mais capte d'un regard décalé la course de son ailier. Vous voyez, je fais le style que je regarde à droite, hop, et en fait, juste avant, j'ai capté qu'à gauche, il y avait une course, et hop, là, je l'envoie juste ici. Donc voilà. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, ben, c'est que pour moi, ce que je vais vous amener ici, dans cette définition-là, c'est qu'il faut sensibiliser les joueurs à jouer sans voir. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais ça marche avec Antoine Dupont à un certain niveau. Mais si Antoine Dupont il y arrive, c'est qu'à mon avis, il l'a fait déjà depuis jeune. Alors bien entendu que oui, euh, il y a des bases et tout ça, il y a, comment dire, au-delà de la confiance en soi, il y a des choses dont Antoine Dupont, il a développé une base qui lui permet de faire ça. Je suis totalement d'accord. En revanche, ce qui, je pense, on doit vraiment mettre en avant, c'est qu'on ne peut pas interdire aux joueurs de faire. Il faut vraiment, je pense, laisser le joueur explorer, exploiter. Parce que déjà, il y en a qui vont être capables de le faire, parce qu'il faut savoir que le rugby, c'est un rapport de force. Qu'Antoine Dupont, il le fait à grosse vitesse, parce que en face, est capable de réagir très rapidement en défense, et que quand vous jouez à un moins bon niveau ou chez les petits, mais forcément, la défense, elle est moins apte à le faire. Donc vous êtes peut-être obligé d'aller moins vite et peut-être de regarder un peu plus. Par contre, dès les plus petits, moi, je sensibiliserai les joueurs à jouer sans voir, qu'ils aient cette notion de vision périphérique. Est-ce que tu es obligé de tourner la tête à chaque fois pour faire la passe? Vous voyez, pourtant, quand on va mettre les comportements attendus, il va y avoir tourner la tête pour faire la passe. Mais en même temps, on va calibrer, nous. Oui, il ne faut pas accélérer trop les choses chez le joueur, mais il ne faut pas trop le ralentir non plus. Et un joueur qui va être capable de faire ça, je le laisserai. Et on va les sensibiliser. C'est possible de jouer sans voir. Et c'est possible de jouer sans voir, sans forcément d'attendre de jouer en top 14, en réalité. En moins de 8 ou en moins de 10, ça peut être tout à fait faisable. Ok, notamment cette vision périphérique. Parce que la problématique de jouer sans voir, vous allez me dire, oui, mais il va l'envoyer n'importe où. Et oui, et c'est là que nous, on va utiliser cette vision périphérique. Non, Antoine Dupont, il n'envoie pas n'importe où. Il sait où il est, le mec. Alors après, c'est à peu près, vous avez vu. Mais il sait, il n'envoie pas n'importe où. Moi, je comprends dans ce que vous dites là. Vous, ce que vous voulez, c'est que le joueur ne fasse pas n'importe quoi. Je vous rejoins. D'accord. Par contre, on va le sensibiliser à jouer sans voir parce que derrière, il n'y a pas quelque chose de magique. Derrière, il y a quelque chose qui existe avec cette vision périphérique. On va mettre des mots dessus. Ok. C'est vraiment ce que je veux vous encourager ici. C'est vraiment une étape importante parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Conseil pédagogique. Qui parle de réalité visuelle, vous voyez ce qu'on va voir là. Qui parle de vision périphérique et de scanning. Multiplier donc les jeux à effectifs larges, ben oui. Forcément, plus on va jouer à un nombre conséquent, plus on va être dans cette réalité visuelle. Ok. Souvent, ce que je constate, notamment chez les entraînements de tout âge, c'est qu'en fait, on joue, c'est-à-dire qu'on les entraîne, on fait des vagues de passes, après on fait des 2 contre 1, on travaille la technique de plaquage, voilà, il y a des 1 contre 1 et tout ça. Et puis après, on passe au match. 5-5 chez les petits, 10-10, 15-15. Mais en fait, au milieu, il nous manque quand même une petite partie. Il nous manque cet aspect collectif réduit et collectif total, dirigé. Ok, c'est-à-dire quand on va jouer à 6-6, 7-7, 8-8, 10-10, ok, où on va mettre beaucoup d'informations. Et en fait, c'est très important de mettre beaucoup d'informations parce qu'en fait, c'est la réalité qu'ils vont retrouver. Il faut les entraîner à ça. Ok. Donc déjà, ça va nous permettre en plus de favoriser des situations de jeu réelles. Des fois, on est trop dans la hors réalité. Ça se fait pas en fait. Des fois, on organise des jeux, mais c'est des jeux qui sont pas du tout réels. Donc l'action, voilà, on va voir. Donc on sensibilise toujours ces joueurs à jouer sans voir. Donc on va essayer de leur apporter aussi des indices visuels, des partenaires hors champ. Des fois, ce qui va être intéressant, c'est de faire un embut avec 3 zones de marque, bleu, jaune, rouge. Et en fait, vous dites tout simplement aux joueurs, enfin vous dites rien même, vous êtes en face, le moment où ils jouent, donc ils sont en train de jouer, et d'un coup, vous levez le bleu bleu. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent marquer au bleu bleu. Ou alors, il faut un parcours de motricité, pour les encore plus petits, parcours de motricité. À la fin, il y a 3 cerceaux bleu, jaune, rouge. Ok. Et vous, au dernier moment, bleu. Vite, il faut qu'ils réagissent, qu'ils aillent marquer au cerceau bleu. Des fois, on peut faire des feintes. Bleu. Ah non, jaune, tac. Et des fois, on peut ainsi réduire en erreur. Le cerceau bleu, il est à ma droite. Ok. Et en fait, je vais dire avec un signe visuel, je vais montrer, d'accord, droite ou gauche avec mes mains. Droite ou gauche. Et des fois, je peux indiquer gauche et dire bleu. Sauf que le bleu, il est à droite. Vous voyez, comme ça, tac, on multiplie. Et ça, dès les petits, on va le voir dans tout ce qui est stratégie d'apprentissage, les connexions neuronales vont être très importantes. Parce qu'en fait, c'est quand c'est petit
que toutes les connexions sont en train de se faire. C'est pour ça qu'ils apprennent à lire, à compter. Et on me dit même que c'est là où ils seraient le mieux à même de parler plusieurs langues. Parce qu'en fait, tout se fait là. Donc je peux que vous encourager maintenant, parce que ceux qui entraînent en senior, en cadet junior, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus compliqué pour changer les schémas des personnes. Ok, donc faites-le là dès maintenant. Et après, ça ne veut pas dire par contre que c'est mort chez les plus grands. Par contre, bah, ça prend un peu plus de temps. Donc développer la vision périphérique, c'est permettre aux joueurs de mieux lire le jeu. Et aujourd'hui, quelqu'un qui lit le jeu, en fait, c'est les joueurs qu'on veut. Ça permet de gagner du temps dans la décision et d'enrichir la palette tactique. On parle souvent de palette technique, mais palette tactique. Aujourd'hui, posez-vous la question sur vos collectifs cadets junior senior, hein, ceux qui sont en fin de parcours, qui est capable vraiment de faire des feintes de passe? Qui est capable vraiment de faire genre, je pars à droite et je fais la passe à gauche, sans regarder? Qui est capable? Ben, si on fait les comptes sur 30 joueurs, peut-être qu'il y a 8-10 joueurs. Mais dites-vous que si j'en avais juste 15, c'est-à-dire le double, ça serait pas plus facile pour jouer et marquer les essais? Donc là, une action qui est assez remarquable par rapport à ce que j'ai dit, et très pertinent. Voilà, donc avec lancement de jeu sur touche, pam, on part donc sur un jeu déployé large. Et là, regardez ici, là, tac. Donc ça, c'est une passe. Bon, il y a tout qui va avec, et bien sûr, il y a l'aspect technique, parce que la passe est bien réalisée. Il y a l'aspect stratégique, parce que à l'avance, il sait bien sûr que l'ailier côté fermé va venir sur l'extérieur. Mais en revanche, ce qui est remarquable, c'est que la passe, elle est faite sans regarder. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que le 12 adverse ne glisse pas. Parce que si jamais O'Driscoll, parce que c'est le cas d'Odriscoll, qui est numéro 13 irlandais en vert, si jamais il regarde son ailier pour le chercher quand il arrive, bah le 12 il dit ouais, ça y est, c'est un peu téléphoné votre histoire quoi. Je sais très bien que là tu vas la donner. Là. Et là non, O'Driscoll il fonce, au dernier moment il la donne, mais sauf qu'il peut plus tourner les épaules et tourner la tête. Ok? Donc ça, encore une fois, je peux vous encourager et les joueurs ils vont adorer ça, à le faire à l'entraînement. Tac. On kiffe en plus faire ce genre de geste, c'est tout ce qu'on aime, c'est ce qui nous fait kiffer. Après, je vous ai dit, il ne faut pas tomber dans n'importe quoi, mais c'est là que le rôle de l'entraîneur va être important. L'art du scan. Alors, cette histoire de scan visuel, vous voyez? Donc là, à l'inverse de la vision périphérique, ok, puisque c'est complémentaire les deux, ce qu'on va voir après dans le bilan, c'est que là, au contraire, on tourne la tête pour voir, pour vraiment prendre l'information. Mais quand c'est qu'on va tourner la tête, là, vous voyez le footballeur, il n'a pas encore le ballon dans les pieds, le ballon est en mouvement qui commence à tourner la tête. Donc en fait, la prise d'information va se faire à tout moment, mais souvent avant que j'ai la balle. Si je le fais avant que j'ai la balle, c'est là que je vais être très bon. Ok. Donc là, le scan visuel, c'est vraiment une démarche active. On va bouger la tête pour collecter un maximum d'informations. Je vais vous montrer deux exemples. Alors, il y a beaucoup d'exemples sur le foot, le basket. J'en ai trouvé un petit peu aussi sur le rugby, mais beaucoup moins. Donc là, vous voyez, notamment avec ce jeu de Barcelone, pour ceux qui connaissaient un peu le foot, Barcelone, l'Espagne sur les années 2010, c'était vraiment très très fort pour ça, avec notamment Ravi et Iniesta. Et là, vous voyez, c'est Ravi, du coup, qui est, à peine il a fait la passe, que de suite il scanne. Parce qu'il sait, là, il n'a pas encore reçu la balle, il scanne. Il n'est pas focus sur le ballon. Les petits, ils sont toujours, ou les débutants, pour se rassurer, vont être focus sur le ballon. Ils vont faire que regarder la balle. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils ne regardent pas la balle, en fait, à un moment donné. Enfin, ils vont la regarder, mais pas tout le temps, en fait. Vous voyez, c'est comme les joueurs qui défendent, ils sont tout le temps en train de regarder le ruck. Donc après, bien sûr, on parlera de communication sur le dernier chapitre aussi. La communication va être importante. Donc là, regardez Baptiste Serin. Hop, regard, il fait signe. Tac, regard. Donc il a fait 2 scannings et c'est bon. Pas besoin de plus. Vous voyez, il a fait discrètement aussi pour pas que les autres s'y attendent. Vous voyez, il n'y a pas besoin de s'appeler. Parce que des fois, la communication, oui, elle va être bien. Mais si jamais il est là, si jamais Baptiste Serin il est en train de parler à Raka, il dit, hé Raka, hé Raka. Et Raka lui fait, hein, quoi? Oui? Ah ok, ouais, super. Moi j'exagère, mais forcément, qu'est-ce qu'ils vont faire en face? Ben voilà, ils vont. Donc des fois la communication elle va être bien, mais quand vous faites des passes à 10, vous savez, ou des jeux de démarquage, vous faites un appel de balle, ouais, je suis démarqué. Ben, si ça met trop de temps, tout le monde vient. Tout le monde vient. Donc oui, la communication, oui. Et si on veut augmenter sa performance, j'ai envie de vous dire oui et non. Voilà, il y a la communication visuelle. Donc, pour faire un petit point par rapport à ça, sur tout ce qui va être tactique. Encore une fois, le tactique, on va voir tactique, stratégie. J'ai présenté les deux. Je vais vous refaire un petit point à la fin, parce que des fois, on confond un peu les deux. Je vous avoue que moi, le premier, pour ça, je vais vous faire un petit point après, parce que moi aussi, ça me met des fois un peu dans le doute.
Et pour autant, c'est assez différent. Donc là, en tout cas, ce qu'il faut retenir, on a vision périphérique et scan visuel. Si vous devez de retenir ces deux choses-là, c'est les mots maintenant qu'on doit entendre sur le terrain auprès des joueurs. Vision périphérique, ça va être passif. Ok, je perçois en continu. Et l'autre, il va être plutôt actif, comme on l'a vu. On va bouger la tête, on va lever la tête et tout ça. Hors du point de fixation, et là, on va plutôt être sur notre point d'intérêt. Là, on va détecter les moments qui sont autour, alors que là, on va plutôt chercher une info précise pour pouvoir anticiper. En tout cas, dans les deux cas, vous voyez, c'est anticiper. Là, on anticipe. Et là aussi, on va anticiper. Rôle clé en sport, anticiper l'arrivée de l'adversaire. Donc déjà, ça me permet de me sécuriser. OK. Et là, ça va permettre d'analyser et de structurer le jeu. Et de donner une réponse qui va correspondre à ce que je vois. OK. Des fois, on se dit, putain, mais le joueur, il est allé foncer dans un mur. Et ben oui, mais il n'a pas pris d'information avant. Il y avait une porte, il n'y a plus de porte. Ok. Ah oui, mais pourtant, là, il y avait le trou. Ouais, mais le trou, il reste pas 150 ans, en fait. Donc tout ça va nous permettre de gagner du temps. Ok. Donc voilà par rapport à cette histoire-là de scan. Alors, un joueur qui ne scanne pas en permanence, mais combine phase après phase, fixant le ballon, puis utilisant la vision périphérique. Donc vous voyez, les deux vont être indissociables. Et là, on voit deux joueurs, Finn Russell et Cody Cooper. Donc Finn Russell, vous voyez, par exemple, capable de jongler avec trois ballons, comme ça. Et vous voyez, pour autant, son regard, il est où? Bah, il n'est pas du tout sur les... Enfin là, comme ça, on se dit, il n'est pas du tout sur ses mains, en fait. Il n'est pas du tout sur ses mains. Et pour autant, la vidéo, elle est connue. Vous pourrez la regarder, il arrive à jongler. Donc je pense qu'il a développé des choses, notamment en faisant ce style de jeu. Et là, Cody Cooper, qui met le ballon, et vu qu'il ne regarde pas, normalement, il y a un ailier, là, c'est un essai aussi qui est assez connu. Vous pouvez regarder aussi sur Internet. Et en fait, il est en train de jouer comme ça. Donc, il prend l'intervalle entre deux joueurs. Mais quand un joueur prend l'intervalle avec de la vitesse, qui ne regarde pas du tout à gauche, qui porte le ballon sous le bras, parce qu'au départ, il a le ballon sous le bras ici, mais vous vous dites, comme lui, ah ben, on va le coffrer à deux. Sauf qu'au dernier moment, lui, il a anticipé. Rotation du poignet, compétence technique pour faire une passe coude. Ça, c'est une passe coude. C'est-à-dire que ma passe, je vais la faire en déployant mon coude. Vous voyez, et en donnant un dernier petit coup de poignet, elle va passer juste en dessous des bras du 11. Voilà. Donc Cody Cooper, il a eu à la fois George North, qui a fini à plus de 100 sélections, et Sam Warburton, qui était le troisième ligne capitaine des Gallois. C'est pas deux fifrelins, quoi. Là, nous avons deux articles. Alors, Nosotros, idem. S'il y a bien un blog que je peux vous conseiller là aussi, il y a des articles. C'est Nosotros. C'est des articles qui sont très courts, très synthétiques, sous forme d'interviews, où ces gens-là, qui sont des chercheurs, des expérimentateurs, vous partagent de manière très synthétique et vulgarisée leurs dernières recherches. Et là, on voit vision périphérique en football, on peut le reporter au rugby, et la réalité visuelle du match doit se retrouver à l'entraînement. La réalité visuelle du match. C'est ça qui est énorme, c'est les termes qui vont être employés. Et je peux que vous encourager à être plus fort, et c'est le rôle de ma formation, de la formation mise en place, c'est de vous donner des termes, une terminologie et du sens derrière, pour que vous puissiez l'appliquer. En parlant de terminologie, pourquoi on pense que stratégie, si on fait un raccourci, c'est un plan d'équipe, et la tactique, c'est une action individuelle? Pourquoi on pense ça? Et pourquoi on dit que la guerre se gagne dans les plans, si on retrouve? Alors la stratégie, la tactique, vous voyez, j'ai fait ce petit tableau synthétique. La stratégie, c'est une vision globale à long terme, et la tactique, ça va être plutôt le court terme. Ok, la stratégie, ça va être de se dire, bah là, on a 3 blocs de match. Durant ces 3 blocs de match à l'entraînement, on va faire ça, 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 pour mettre en place notre stratégie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'entraîne et qu'on se prépare avant, notamment les équipes de France vers la Coupe du Monde. Non seulement il y a la ressource physique, bien sûr, et tout ça, le collectif, mais c'est aussi pour mettre en place des stratégies, ok, qui vont nous permettre d'anticiper les coups et nous d'imposer notre jeu. Donc la stratégie, c'est pourquoi et quand on agit. Ben, dès qu'on va arriver dans leur 22, on va avoir une touche. Ben, à chaque fois, on va faire ça. Ok. Chez les petits, il y en a souvent qui disent, ben, dès que vous êtes dans votre camp, ben, on tape au pied pour mettre la pression. Voilà. Vous voyez, la stratégie, elle va se retrouver partout en fait. Des fois, on pourrait dire, moi le premier, je disais, ouais, la stratégie, c'est être à partir des cadets, quand on joue à 15 et puis ils sont grands. Avant, il vaut mieux que ce soit de la tactique et tout ça. Je vais brancher mon ordi. Hop là. Je pouvais croire ça. Et en fait, je suis en train de me dire, ben, c'est comme vous avez vu sur les phases d'apprentissage. En fait, il n'y a pas un moment donné des cassures, vous voyez. C'est plutôt des choses en spirale avec des sortes de pourcentages en réalité. Donc, bien sûr que la stratégie va être plus importante après chez les grands, mais pour autant, je commencerai à en parler chez les petits. Donc, pour aller un petit peu plus loin,
Donc ça va être une incertitude et un contexte. Ok, il pleut, il fait beau, il fait chaud, le soleil dans les yeux. Voilà, appliquer des solutions locales. Là, sur la tactique. Ok, d'un coup, là, on a joué, on avait prévu ça. Sauf que là, on s'est dit, il pleut, ils vont toujours jouer au pied. Non, en fait, ils jouent à la main. Ok, mais comment je m'adapte? D'accord? Donc, un joueur tactique sait quoi faire dans une situation précise. Un joueur tactique sait quoi faire dans une situation précise. Par exemple, sur cette touche, je fais le leurre intérieur. Si je suis 2 contre 1, je pousse jusqu'à fixer. Ok? Donc là, on va plutôt être dans l'exécution des gestes et des consignes. Et la stratégie, ça va plutôt être une dynamique globale, ok, qui se lie. Donc l'adversaire est en perte d'énergie, je temporise. On est désorganisé, je ne relance pas tout de suite. D'accord? Très concrètement aussi, ce qui peut se passer en plateau chez les petits, c'est ce qu'on va faire après avec la grille de performance, ok, que je vais vous montrer. Ça va être tout simplement aussi échanger avec eux, parce que pensez bien qu'on est là aussi pour construire ces ressources. On est là en fait pour construire des stratèges, de construire des tacticiens, comme je vous l'ai dit. Moi, mon rêve, mon but ultime, ça serait que vous, j'ai un maximum d'éducateurs qui s'impliquent, bien entendu. Donc là, j'essaie de capter votre attention, mais aussi que je fasse de vous les stratèges. Et qu'à un moment donné, je me dise, par rapport à ce que je leur ai enseigné, ce qu'ils ont réussi à mettre en place là au tournoi, c'est génial, ils l'ont mis en place et ça a marché. Vous voyez? J'essaie de vous enseigner des choses pour que vous puissiez les faire et vous rendre compte que, ah, mais en fait, c'est plus facile d'entraîner en faisant comme ça. Ah, mais en fait, là, c'est génial. Là, je prends beaucoup plus de plaisir. Et puis les joueurs. Donc voilà. Donc si on prend, vous, votre rôle par rapport aux joueurs, c'est la même chose. Dites-vous bien qu'à un moment s'il y a 10 ans, un joueur est capable de vous sortir une stratégie, mais c'est génial. Et comment on va faire pour ça? On va poser des questions. On va le voir ça dans le tronc commun 5, le questionnement. Par exemple, on est en plateau, tournoi. Tiens, on va affronter, je sais pas, Libourne. Ok. Moi, je suis avec Pays Médoc. Pays Médoc, Libourne, moins de 10. Ok. Est-ce que vous avez vu comment il joue Libourne? Non? Bon, déjà, ça veut dire qu'on va les sensibiliser à quand les autres jouent et peut-être qu'on va regarder nos équipes qui jouent. Ok, Libourne, il joue comment? Même chez les petits, il y a toujours des choses qui reviennent. Ah, mais Libourne, on a vu effectivement, c'est des très bons plaqueurs. Par contre, il y en a, et là, sur cette équipe de 7, ils sont quand même assez costauds. On a vu qu'ils avaient peut-être pas beaucoup d'endurance et en plus, je sais pas, en plus, il n'y a pas de remplaçant en fait. Ils n'ont pas de remplaçant pour l'après-midi. Ok, ok. Et en plus, il fait chaud. Donc ça veut dire quoi? Donc quelle stratégie on peut mettre en ayant connaissance de ces éléments-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, peut-être que du coup, il va peut-être falloir jouer vite à chaque fois. Nous, on a 3 remplaçants. Peut-être que là, dès qu'on passe au sol, nous, il faut peut-être éviter justement de passer au sol et jouer debout. Peut-être qu'il faut vite faire des passes. Oui, voilà, peut-être qu'il faut bouger beaucoup plus. Et qu'est-ce qu'on fait dès qu'on est fatigué? Du coup, il y a des remplaçants, nous, on peut tourner, nous. Voilà. Vous voyez, donc en fait, on va réfléchir avec eux sur la stratégie. Encore une fois, on est là pour former et pas avoir un résultat à court terme et gagner le tournoi. On est là pour, comment dire, que les joueurs puissent évoluer. Donc c'est pas nous qui allons leur dire, à chaque fois qu'on est là, on va faire ça. À chaque fois qu'on fait une mêlée, on va faire ça. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est les choses aussi qu'on pourra discuter au fur et à mesure, bien entendu. Puis après, la tactique, c'est eux qui sont maîtres d'œuvre. Si les joueurs sont en train de jouer, qu'on est au bord du terrain, qu'il y a un 2 contre 1 à jouer à droite, et qu'à chaque fois, c'est nous qui le disons, forcément, la tactique, c'est qui l'a? C'est nous. Et le joueur, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il n'a même pas besoin de regarder, puisque quelqu'un lui a dit. Bon, mais du coup, il développe pas ses connexions. Du coup, on n'y est pas. Si on est toujours en train de leur dire ce qu'il faut faire, même à l'entraînement, si on est toujours en train de leur, au lieu de leur poser des questions, plutôt d'avoir des affirmations, il fallait jouer comme ci, il fallait jouer comme ça, mais vous vous doutez bien que là, tout ce que je vous dis là, oui, c'est l'entraîneur qui a ces compétences-là. Super. Je trouve que c'est plus facile parce que l'entraîneur, lui, il est au bord. Lui, il n'est pas dans l'intensité, dans l'émotionnel, il n'a pas le physique, le cardio. Parce que bien sûr que ça va rentrer en jeu. Plus on va être fatigué, plus ça va être dur de le faire. Plus on va être impacté émotionnellement, c'est-à-dire on est à 2 essais d'écart, c'est la finale, on est en train de perdre. Bien sûr que ça va être plus dur d'être tactique et stratégique. Donc ça veut dire que ça s'apprend en fait. Ça s'apprend. C'est pour ça que moi je regrette qu'en tournoi, il n'y ait plus de phase finale et tout ça, parce que je trouvais que ça donnait un contexte meilleur pour apprendre ces choses-là. D'où l'intérêt de se dire, on va compter les points, même à l'entraînement, parce qu'on va les mettre dans une réalité. Au-delà d'une réalité visuelle, c'est une réalité contextuelle. Ok? Donc j'en ai terminé avec cette conférence-là. Donc, avec cette capsule vidéo. Maintenant, il va y avoir 2 tutoriels vidéo où je vais vous expliquer, enfin vous présenter la grille de performance équipe et le radar de compétences joueur.
2 outils qui vont vous permettre de booster vos entraînements et de booster l'attention des joueurs multiplié par 100. Ok. Notamment, comme je vous dis, comment on fait pour capter l'attention et impliquer les joueurs? On va poser les questions. On va leur donner un petit peu un petit peu le projet. Bien sûr que nous, en tant qu'entraîneur, on a la décision finale. Bien sûr que nous, en tant qu'entraîneur, si jamais effectivement on joue une finale ou des phases finales qui sont très importants, on vous dit ce tournoi de fin de saison, c'est peut-être notre cerise sur le gâteau. Bien sûr que là, on va les aider. Moi, le premier, je me souviens d'un tournoi qu'on avait fait à Carcassonne. Euh, les enfants, voilà, c'était un peu compliqué. On était pas mal dans l'émotionnel. On a passé le week-end ensemble. Mais nous, on avait une stratégie sur des mêlées à 5 mètres. Bon, tout le monde fait cette stratégie-là, vous me direz. En fait, on avait un joueur qui était assez costaud, le plus costaud. Normalement, il doit jouer pilier. Mais là, on l'a fait passer 8. Et en fait, on avait une combinaison où il partait un départ de 8 avec le 12 qui venait. Et les deux, ben, soit lui faisait la passe, soit le 12 venait aider le 8 en percussion. Et en fait, souvent, on marquait là-dessus. Donc voilà, donc c'est bien parce que ça permet de marquer pour avoir un résultat. Mais est-ce que ça fait vraiment évoluer l'équipe à... Est-ce que vraiment ça a fait vraiment grandir l'équipe? Alors là, oui, j'ai envie de vous dire par rapport à l'émotionnel, par rapport au contexte, tout ce qu'il y avait. Par contre, c'est pas quelque chose que je referais tout le temps. Voilà, c'est comme cette histoire de 2 contre 1 où vous savez, ou alors les petits côtés, où les joueurs, ben, vous savez, il y a un trou, ils l'ont pas vu. Vous vous dites vite, vite, il y a un trou, viens ici, hop, et il vient boucher le trou. Par contre, si jamais je le dis pas, qu'ils prennent l'essai, je peux vous dire que s'ils prennent l'essai et que celui qui devait être petit côté, il se rend compte qu'il n'était pas là et qu'ils ont pris l'essai à cause de lui, c'est ce qu'on appelle une expérience émotionnelle correctrice, ce sera beaucoup plus impactant pour lui et du coup, ce sera beaucoup plus correcteur. Donc ça veut dire qu'il fera moins cette erreur-là. D'accord? Bien sûr que nous, en tant qu'entraîneur, on va devoir récupérer le joueur là juste après. Parce que ça se trouve, il va être au fond du trou. En plus, suivant l'âge et comment il s'entend au niveau de l'équipe, il va se faire pourrir. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est tous ces éléments que je vous ai apportés, notamment ces ressources du joueur qui sont vraiment hyper essentielles. La terminologie, on va mettre des mots, parce que je peux vous dire que si on parle de scan visuel, de vision périphérique, dès qu'ils ont 9-10 ans, et qu'on continue à en parler en cadet junior senior dans le même club, je peux vous dire que les enfants, ben oui, quand ils vont arriver en cadet junior, là de suite, ils vont être meilleurs. Ils vont être meilleurs. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir cette terminologie commune, d'avoir ces mots-là, ces mots-clés, ces mots déclics qui vont faire émerger chez le joueur des comportements fantastiques. Et vous allez voir, il n'y a rien de plus fantastique que quand vous mettez en place ça, vous charbonnez, vous persévérez, qu'en fin de saison, vous dites rien, vous regardez vos joueurs jouer, tout seuls, ils sont capables de se réunir, tout seuls, ils sont capables de dire, ah, on va jouer comme ça, là, on va jouer comme ça, et tout seuls, ils vont être capables de faire des choses. Ah, ben, tiens, passe au pied, en moins de 12. Petite passe au pied parce que j'ai vu, avec ma vision périphérique, que le joueur était là. Ou même s'ils se le sont dit avant. C'est eux qui ont mis en place, et là, on se délecte. Et même si la stratégie, elle ne marche pas, nous, on va pouvoir les récupérer. Qu'est-ce qui a fait que la stratégie n'a pas marché? Pam! Mais par contre, c'est eux. Je peux vous dire que c'est un bonheur, ou qui vont se dire, vous imaginez, vous arrivez en tournoi et les gamins, ils sont en train d'observer les autres équipes, et ils sont en train de revenir en vous disant, ah, nous, on a vu qu'ils jouaient comme ça, eux. Nous, on a vu qu'ils étaient un de moins. Ben voilà. Ça, c'est un bonheur. Et ça, c'est pour ça qu'on entraîne, en fait. J'ai envie de vous dire. Moi, c'est ce qui me fait vraiment kiffer. Comme moi, ce qui me ferait kiffer, c'est que vous, en tant que entraîneur, ben, vous puissiez me dire, ah, Mika, j'ai mis ça en place et effectivement, ça a été génial. Ils ont réussi à le faire. Et vous allez voir que rien que le fait que vous m'en parliez comme ça, avec l'intonation, l'enthousiasme, ben, je vais me dire, waouh, mais c'est génial, il a pris son pied, le mec, ou la nana. Allez, on continue.